Bonjour. Oui, rappeler que pour ceux qui ne sont pas au courant, mais comme vous suivez l'idée, vous êtes forcément au courant, qu'il y a une autosaisine qui s'appelle Jean Réville dans le cadre du Conseil de développement durable de la communauté urbaine de Bordeaux, et que cette autosaisine, elle a essayé de faire des ponts entre une réflexion citoyenne, une réflexion aussi technique qui s'est déroulée sur 2 ans, qui s'appelait l'usage de la ville Barle-Jean, qui était menée avec l'agence d'urbanisme de Bordeaux, et puis également un travail interne à la CUB. Vous avez peut-être reçu une enquête l'année dernière pour vous demander si vous avez... Enfin, c'était une enquête qui était destinée qu'aux femmes, donc il y avait une discrimination et qui lui demandait quels étaient les empêchements, etc. Donc voilà, tout ça, ça fait partie d'un même processus de réflexion qui est mené à la fois à partir de la sphère citoyenne et technique. Alors là, aujourd'hui, j'interviens en tant que géographe pour présenter un travail dans lequel le C2D nous a aidés, puisqu'il nous avait reçus ici il y a 2 ans maintenant, c'est ça, pendant 1 an et demi, pour une journée qui s'appelait Géographie des homophobies, qui n'était pas forcément un sujet facile, et l'afficher à l'intérieur de locaux comme le C2D, c'était, je ne vais pas dire courageux, c'est normal, mais il y a aussi des endroits où on ne le fait pas. Hein. Je crois que c'est aussi, ça montre l'ouverture d'esprit et puis la volonté de changement. En plus, c'est tombé en pleine période du mariage pour tous, hein, donc vraiment c'était un débat important. Et donc pour dire pourquoi on est parti de la géographie, c'est pas simplement parce que je suis géographe, Arnaud est sociologue, mais c'est aussi parce que ce qui nous intéressait, c'était d'interroger non pas les grands principes qui sont irrigués par des croyances religieuses, scientifiques et autres, dans lesquelles il y a eu aussi beaucoup de choses, beaucoup d'informations contradictoires, mais pour partir des lieux, pour savoir comment vivaient les personnes discriminées et les personnes qui vivaient aussi des identités qui n'étaient pas majoritaires dans la ville. Donc on est parti de ces lieux pour comprendre comment ça se passait dans la ville. De même qu'il y a une géographie féministe, et encore maintenant, qui s'interroge à la place des femmes et des hommes dans la ville, qui se rendent compte que quand la nuit tombe, les femmes ne sortent pas dans l'espace public, elles sont moins nombreuses à faire du vélo, on n'en voit pas dans les stades et sur les skateparks. Et bien de même, on s'est interrogé sur où sont les lesbiennes, les gays, les bi, les trans dans la ville, tous ces gens qui correspondent à des identités dont on dit qu'elles seraient minoritaires. Hein. Et donc là, le livre d'abord s'interroge sur cette question de minorité sexuelle. Est-ce que finalement les homosexuels sont une minorité, mais est-ce que dans les homosexuels on compte les lesbiennes, les gays, bon maintenant on est un peu habitué, mais les bi font-ils partie de cette minorité? Les trans, hein, toutes les personnes qui à un moment ou à un autre de leur vie décident ou souhaitent changer de sexe quoi, en fait, pour Arnaud en parlera de façon plus complète. Mais aussi, eh bien, voilà, est-ce que ces personnes sont les intersexes, etc. Est-ce que ces personnes sont des minorités? Et à partir de ce moment-là, on peut se demander si ce sont des minorités sexuelles, si dans les hétérosexuels, c'est homogène. Hein, les hétérosexuels, il y a toutes sortes d'hétérosexualité, légales ou illégales. Hein. On sait que, par exemple, la pédophilie ou l'inceste sont des pratiques illégales, pourtant ce sont des pratiques hétérosexuelles, que l'hétérosexualité peut être polygame, etc., etc. Donc on voit bien que dès qu'on déconstruit cette histoire de sexualité, on arrive à quelque chose qui est d'une très très grande diversité. Et la seule chose qui unifie finalement ces concepts et qu'on revisite, c'est le concept d'homophobie, hein, dans le sens où l'homophobie ou les homophobies s'opposent aux homosexualités, puisqu'il y a une norme majoritaire qui s'exprime dans l'espace public et qui fait que si on est un homme et une femme, on peut se tenir dans la main et se faire des bisous dans la rue, et si on est 2 hommes ou 2 femmes, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué, et n'en parlons pas si c'est encore autre chose. Alors, toutes ces questions ont été interrogées par un certain nombre d'auteurs, hein, et puis on ouvrira le débat après, on vous précisera. Juste vous dire que, par exemple, il y a eu plusieurs contributions sur les lesbiennes dans la ville. Donc, Anne Clerval a fait état avec Pauline Brunel de travaux qui ont été faits sur Paris et aussi par opposition sur Brive-la-Gaillarde, qui est une petite ville de province, sur la présence des lesbiennes dans la ville. Après les travaux qui étaient faits par Naomi Catan, c'est-à-dire si on sait par exemple que le Marais, on dit que c'est un quartier homosexuel, mais en fait c'est un quartier masculin, hein, ou bi peut-être, mais les commerces lesbiens ont du mal à tenir, ils s'inscrivent en périphérie, mais ils ont du mal à tenir dans cet espace-là, ils disparaissent, les bars lesbiens ont beaucoup de mal à vivre, et par contre il y a une socialité lesbienne plus invisible dans des fêtes, des lieux de rencontre, etc., qui sont plus discrets. Donc là on voit bien que la question homosexuelle divise quand même les gays qui sont du côté masculin, qui sont plus dominants dans l'espace, même s'ils sont
contraintes dans l'espace de ghetto, et puis des lesbiennes qui sont plus invisibles dans l'espace public. Alors Salima Amari a travaillé sur les lesbiennes migrantes, donc là aussi intéressant. Qu'est-ce que c'est de faire son coming out quand on est lesbienne de famille tunisienne, marocaine ou turque, hein, c'est une autre affaire. Hein. Et puis ensuite, bien, on a aussi, dans le livre, il y a des contributions sur les trans, Karine Espinera, Maud Diostoma et Arnaud en parlera plus longuement. Des communications également sur les espaces gays, notamment on a choisi deux thématiques. Emmanuel Joran a travaillé sur les plages gays mondialement, donc c'est un géographe qui a travaillé sur les plages comme construction des identités pour l'identité gay, hein, et de tout ce que ça, tout ce qui se développait sur ces espaces dans le monde de plages et de lieux de vacances. Stéphane Leroy a fait toujours dans ce livre faire un article sur la géographie du Pax, en prenant les Paxés de même sexe pour voir où est-ce qu'ils habitaient. Donc sans surprise, on retrouve les centres-villes et puis aussi la côte méditerranéenne. Et Stéphane Leroy, qui est aussi un géographe qui a travaillé sur la gentrification, hein, le fait que des vieux quartiers deviennent, comme on dit, bobo, avec que le prix des mètres carrés augmente, donc que ce soit plus résidentiel. Et bien en fait, cette gentrification, eh bien, finalement est largement portée aussi par des gays et lesbiennes, et surtout des gays de classe moyenne et supérieure qui s'installent dans les centres-villes et qui font que les quartiers gays ne sont plus des ghettos, mais peuvent devenir aussi des poumons créatifs de la ville, comme le dit notamment Richard Florida dans son travail sur l'économie créative. Autres travaux aussi, des travaux que j'ai faits sur les lieux de discrimination, dont on pourra parler. Donc, j'ai travaillé sur des lieux comme les stades, les lieux de sport, lieux culturels, lieux masculins qui se disent neutres mais ne le sont pas, hein, ça aussi on pourra en reparler. Et une des caractéristiques du livre, c'est aussi qu'il a largement donné la parole aux associations, hein, c'est-à-dire que dans une collection scientifique qui est Armand Collin, on a pris le risque et on a défendu le point de vue qu'on ne pouvait pas parler à la place des personnes. Et donc on a un très bel article de Vincent Guyot et Jeanne Bastien-Charlebois, qui sont deux représentants de la communauté, enfin pas de la communauté, des associations du mouvement intersexe, hein, ces personnes qui ont eu deux sexes à la naissance et pour qui on a souvent choisi de les assigner un sexe alors qu'il n'était pas celui qu'ils avaient choisi. Et donc là, c'est un des premiers, on est très fiers, c'est un des premiers articles conséquents. Vincent Guyot a fait un gros travail, et Yannick Bastien-Charlebois un gros travail de conception qui inscrit l'histoire des intersexes dans l'espace public et dans la vie publique. Nicolas Gouguin de l'Inter-LGBT aussi a fait un article. Il y a également un papier qui a été fait par Jean-Yves Le Tallec sur les folles, hein, puisqu'effectivement, si les gays peuvent être dans certains endroits et dans certaines conditions dans une phase d'assimilation, eh bien, on va demander à ces gays d'être plutôt sur le standard masculin propre sur eux, et donc la discrimination portera plutôt sur les garçons efféminés, qu'ils soient ou non homosexuels, comme on le voit dans cet excellent film que je vous conseille, qui s'appelle Guillaume et les garçons à table, hein, où on voit bien que le soupçon d'homosexualité pèse, et même quand ce garçon fait son coming out d'hétérosexuel, sa mère ne le croit pas. Hein. Donc là, on voit bien que ce n'est pas la question de la sexualité qui joue, mais bien la question de l'homophobie qui joue. Alors voilà, je vous ai décrit généralement ce livre, donc j'ai laissé la parole à Arnaud, qui va nous parler plus précisément de certains aspects de ce que peut être la discrimination homophobe, homosexuelle dans la ville. Merci, merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi je me présente, je m'appelle Arnaud Alessandrin, je suis sociologue à Bordeaux 2, je m'intéresse à la question trans et je travaille avec Karine Espinera et Maud Diostoma à l'Observatoire des transidentités. Et contrairement à Yves, moi je ne vous conseillerais pas d'aller voir le film Guillaume et les garçons à table. Mais on va en discuter à la fin du débat. Tu l'as trouvé au morceau? Oui. Bon. Mais bon, on va pas parler de l'avant ici, mais c'est un petit peu le problème du film. Alors, quand Yves m'a demandé de participer, je me suis proposé, donc je vous propose un regard décentré sur le livre. Au fond, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai écrit dans ce livre? Alors, si je vous pose la question comme ça, vous allez vous demander si j'ai lu mon propre livre. En fait, ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce que l'écriture de ce livre donne à voir, même à celui qui l'a écrit. Alors, ce sera un propos en 3 temps, je vais être assez bref, ça va faire 10 minutes, un quart d'heure, je vais essayer de m'y tenir, mais le premier point, j'aurais aimé vous restituer une discussion que j'ai eue avec un certain YR,
un ami, géographe. Nous sommes en septembre 2012. Le livre de géographie des homophobies est en pleine écriture. Les différents auteurs reviennent sur les premiers envois et les entretiens sont en cours de réalisation. Et nous nous réunissons avec YR pour mettre sur pied l'ouverture de ce livre, son introduction, c'est-à-dire son cadrage à la fois méthodologique et théorique. Ce n'est pas rien. Nous sommes donc en septembre 2012 et le débat sur le mariage pour tous prend brutalement sa place dans le débat, et notamment sur les polémiques autour de l'enseignement du genre dans les manuels scolaires de sciences de vie de la Terre, puis du mariage. L'attention n'est pas encore celle qui sera celle des mobilisations de janvier 2013, mais les lignes de front se font déjà sentir et se dessinent avec une certaine évidence. YR me dit qu'il voit bien une introduction impactante qui annoncerait clairement la couleur des textes hébergés par notre livre. Pour lui, la réticence face au mariage est le signe d'une homophobie réelle que l'abolition d'un privilège hétéro vient souligner. Sur le coup, je marque un temps d'arrêt. Pour moi, par stratégie militante, par défense, parce qu'il faut bien aussi trouver des éléments d'une vie vivable ailleurs, en deçà ou à côté du stigmate, moi qui ai toujours tenu à distance la souffrance, les positions victimaires ou les fatalismes naturalisés, j'ai mis un temps d'hésitation. La figure de la discrimination totale me semble abusive, mais YR insiste. Il faut, me dit-il, élargir la notion d'homophobie. Ne pas la corseter de définitions strictement juridiques, mais considérer que priver l'humanité, fortement ou de manière nuancée, peut être lu comme un empêchement homophobe. Alors les propos d'YR me dérangent et m'interpellent en même temps. À l'inverse, j'avais toujours envisagé la figure homophobe comme à la marge, presque en désuétude. Et néanmoins, j'appréhendais les traces laissées du passage homophobe, l'écume du rejet, de la haine, comme autant d'hétérocentrisme, c'est-à-dire d'évidence hétérosexuelle, à penser, à agir du point de vue hétérosexuel, c'est-à-dire ahistorique et donc neutre. Alors cette tension entre homophobie et hétérocentrisme, nous ne l'avons pas dépassée, ou plutôt, nous avons opté pour une approche plus impactante, c'est-à-dire une approche pragmatique. Une approche pragmatique qui pourrait se prononcer ainsi: les expressivités homosexuelles se confrontent à des écueils, dès lors qu'elles dérogent aux normes de genre et de sexualité, et ces mises à l'épreuve sonnent comme autant d'injonctions à trouver ailleurs, dans d'autres lieux, sous d'autres formes, d'autres mots, d'autres usages, de trouver ce qui fait une vie vivable, une vie à soi, individuellement, collectivement, corporellement et surtout territorialement, c'est-à-dire aussi un espace qui réduit les coûts produits par des polices de genre qui sont intransigeantes et qui traquent les contrefaçons et poussent des corps en deçà du principe de parité, de participation dont parle Nancy Fraser, et qui consiste au fond à reconnaître l'individu au-delà de ses caractéristiques individuelles, comme une appartenance au fond à une humanité commune. Alors, quelques éléments a posteriori me font penser que le curseur s'est clairement déplacé du côté de l'hypothèse d'YR. D'abord, l'ampleur des mouvements d'opposition de cette loi, les paroles blessantes, mutilantes, les violences physiques. Concrétise, si Christine Boutin s'est évanouie lors d'une manifestation, le centre d'appel de la SOS Homophobie a pour sa part compté plus d'appels pour actes et propos homophobes au premier semestre 2013 que durant toute l'année 2012. Didier Ribon écrira dans le Huffington Post son étonnement. Lui aussi pensait, comme moi, que le débat sur le Pax avait évacué les restes de l'homophobie que la France pouvait compter. Mais face à la manif pour tous, et aux propos aussi qui sont tenus par certains élus et responsables politiques, Ribon conclura au retour du refoulé homophobe, j'emploie le mot donc, thèse à laquelle aujourd'hui je ne peux qu'adhérer. Je vais le dire autrement pour que les choses soient plus claires. Cette histoire, c'est l'histoire au fond d'un cycliste qui connaît par cœur la route qu'il arpente depuis des années. Alors, cette route, il la voit changer, évoluer, parfois même beaucoup. Tête collée au guidon, il pédale pour avancer, car il sait que ne pas être en mouvement, c'est retomber. Mais peut-être que ce cycliste ne se rend pas compte que ça fait des années qu'il tourne toujours autour du même rond-point. Que vu d'en haut, rien n'a vraiment beaucoup changé.
Ce livre, c'est un peu cette histoire aussi, pour le dire dans un langage plus sociologique, où l'augmentation tendancielle des droits des minorités ne dit rien de la manière subjective dont sont vécues les discriminations et dont peut être vécue l'homophobie. Et c'est ce sentiment de discrimination sur lequel j'aimerais revenir maintenant, et notamment le sentiment de discrimination dans la ville. Donc, janvier de cette année, je regarde la télé, j'essaie au maximum de ne pas la regarder quand même, de ne plus allumer la radio, j'évite soigneusement tout lien Facebook, notamment ceux de mes amis. Autrement dit, je sature de propos haineux comparant les homosexuels aux pédophiles, aux zoophiles, à des malades, les infantilisant, les excluant, lorsqu'on ne suggère pas tout simplement de les lobotomiser ou de les repénaliser. Je sors toujours autant, mais je développe une réelle paranoïa, une crainte nouvellement ressentie du dehors comme potentiellement dangereux. D'ailleurs, pour la première fois, depuis très longtemps, je me fais agresser, physiquement, verbalement. Or, ceci est déjà beaucoup plus fréquent. Alors, en disant ceci, je me rends évidemment compte que l'insulte est devenue une hypothèse haute, partie prenante de ma vie à l'extérieur de mon appartement. Je sillonne la France pour des débats, le genre, toujours, l'homosexualité, surtout, et puis la question trans, parfois. On annule des débats sous la menace de groupes d'extrême droite. On m'escorte en voiture jusqu'à certains lieux de débat, car des comités attendent les participants en gare. On me menace de procès lorsque j'accuse des élus d'homophobie. On m'insulte aussi frontalement en plein débat parce que je suis militant, parce que je suis folle, parce qu'au-delà du mariage, je porte aussi la question des transidentités et du genre. La question qui est posée est donc la suivante. Les homosexuels appartiennent-ils à la même humanité? Les homosexuels ont-ils droit à une vie vivable? Et cette question est posée étrangement dans les mots ou dans le régime démocratique. C'est-à-dire qu'elle est présentée comme étant en délibéré. Je le dis avec une certaine amertume, au vu des violences subies. Devait-on mettre en délibéré l'inscription des homosexuels dans une commune humanité? Ce qui revient à poser la question suivante, pour revenir au sujet qui nous intéresse ici. Face aux nouveaux espaces du sensible et de l'intime, à qui appartient la ville? Alors, dans notre géographie des homophobies, nous avons souhaité mettre l'accent sur les questions trans, qui symbolisent à nos yeux la jonction entre les injonctions sexistes et les injonctions homophobes, pour partie. En effet, dans les sanctions de genre qui s'appliquent aux personnes trans, on entend surtout le refus de la transgression, de la binarité comme de la fixité du genre. Puis-je être un homme qui ne correspond pas aux critères du masculin, ou qui correspond, ou pas d'ailleurs, aux critères du féminin, sans pour autant avoir la sensation que l'espace public lui est d'emblée complètement hostile. De ce point de vue, nous pouvons poser la question qui consiste à savoir à qui appartient la ville, non pas dans un mouvement totalisant, comme si la ville avait un propriétaire, mais dans une dynamique de flux humain et de représentation qui font de l'espace, aux côtés des écueils ou des facilités, un boulevard pour les uns, une impasse pour les autres. L'espace de l'intime ne se réduit pas au privé, et on le sait depuis les mouvements homosexuels et féministes. Les nouveaux espaces de l'intime, dont le corps est parfois tout entier l'expression, rendent caduques les frontières qui imposent un intime, un dedans, face au public qui serait un public neutre. Les expressivités alternatives, notamment les expressivités trans, trouent alors l'espace à rendre poreuses les délimitations qui se font pont, qui se font gays, mais dont le passage autorise tout à la fois, et c'est ça la tension dans laquelle on est, je crois, actuellement, l'expression d'une singularité, mais aussi celle d'un opprobre, parfois violent, toujours injuste. Je m'arrête là. Donc peut-être on va passer à la phase de débat. Alors on a prévu aussi d'autres éléments d'information sur cette question. Est-ce que déjà dans ce premier jet, vous avez des questions à poser? Il y a un micro qui circule, voilà, sur l'homophobie, les homophobies. Bon, on aurait de toute façon aimé revenir, donc ça va peut-être participer au débat sur les travaux de Yves et puis sur mes travaux plus précisément sur la question trans.
Tu veux peut-être dire 2 mots, Yves? Oui, alors moi j'ai travaillé avec des étudiants, de nombreux étudiants, sur la question des lieux de discrimination dans la ville. Et donc j'ai travaillé à partir des travaux sur ce qu'on appelle les masculinités, masculinities, sur le constat que la ville était faite par et pour les hommes, pour simplifier, c'est-à-dire qu'une grosse partie des budgets publics se pensent neutres mais ne le sont pas. C'est-à-dire que quand on construit des stades, des skateparks, des city-stades, en fait on sait dès qu'ils sont construits, on a beau dire le contraire, on sait qu'ils sont faits pour les hommes. C'est-à-dire que même si on dit mais les filles n'ont qu'à y aller, elles n'y vont pas. On sait également que sur ces lieux purement masculins, mais ça peut être vrai aussi pour les terrains de chasse ou les terrains de boules, eh bien on sait que la communauté des hommes est entre elles, eh bien, on ne va pas dire de tout temps à jamais parce que ce serait être fataliste, mais elle a tendance à développer un propos sur le masculin, un propos de fraternité, de complicité, et qui se fonde sur l'alignement des hommes sur des valeurs viriles. Il s'agit d'être un homme dans la communauté des hommes et l'invisibilisation, voire la désignation et la persécution des garçons qui ne sont pas sur le modèle du viril et dominant. Donc là aussi, tous ces travaux en rapport avec l'homophobie, puisqu'ils montrent que chaque fois qu'il y a évaluation, par exemple, d'équipements ou d'équipements qui sont consacrés aux loisirs des jeunes, par exemple, donc on dit les jeunes de façon neutre, eh bien, ils s'alignent toujours quand même sur des activités qui sont caractérisées, qui s'alignent sur le masculin, c'est-à-dire le sport viril et dominant, et à l'inverse, la dévalorisation d'activités qui seraient catégorisées comme féminines. On dit le twirling bâton, la gymnastique rythmique et sportive, la natation synchronisée, c'est ringard, démodé, etc. Enfin, voilà. Donc il y a aussi cette valence différentielle des sexes, dirait François Héritier, qui a tendance à valoriser toujours les activités masculines au profit des activités féminines, et qui rejaillit énormément sur la prise de position inconsciente, quelquefois, que pose la communauté sur l'intérêt général des lieux de loisirs masculins et l'intérêt minoritaire des lieux de loisirs féminins. Est-il vraiment utile de construire une salle de danse ou une salle pour la gymnastique rythmique et sportive, Et puis, par contre, pour tout le monde, il est très important de construire des skateparks et des city-stades, pour reprendre cet exemple. Alors là, on voit aussi que cette séparation en deux sexes, qui les hiérarchise, et qu'on retrouve dans des budgets publics, puisque les chiffres cumulés, c'est 2 fois plus de garçons que de filles qui pratiquent les loisirs publics subventionnés d'une part, et puis également un chiffre des loisirs publics par sexe qui s'élève à 1/3 de plus encore pour les hommes. Donc on peut dire que 3/4 de l'effort public sur les loisirs des jeunes est consacré aux garçons, en même temps qu'il y a une minoration permanente des activités des filles. Et donc cette production masculine est bien une production aussi massive d'homophobie, puisque l'homophobie est un phénomène, et notamment l'homophobie violente, est un phénomène massivement masculin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une homophobie féminine, mais il y a une homophobie massive masculine qui s'exprime dans les textes, les discours, et qui sont, on pourrait dire, constitutionnels de la masculinité, puisqu'il s'agit, quand on est dans une activité masculine, d'être un leader, d'être loyal au groupe, de développer une compétition qui peut aller jusqu'à l'agressivité, puisqu'il s'agit aussi d'être combatif, il faut être performant, et que toutes ces qualités-là désignent celui qui n'est pas aligné sur le standard masculin, qui est le PD ou l'efféminé, pour faire simple. Donc là, on voit bien aussi le lien qu'il peut y avoir entre la construction massive d'identité masculine, qui est un modèle social généralisé, en politique, dans les affaires, dans la culture, et puis qui correspond aussi à des chiffres extrêmement importants de domination masculine sur l'ensemble du corps social, notamment dans la culture, aussi, on n'y pense pas, mais c'est très important. Et puis, effectivement, le fait que cette domination masculine sur l'ensemble des espaces se traduit par une production massive d'homophobie, ou en tout cas de relégation des modèles qui ne sont pas conformes aux standards dominants. Et pour rebondir sur ce que disait Yves, on a vu ici à Bordeaux des éléments justement de mise à l'écart de toute expressivité, de toute expression homosexuelle, et une absence de condamnation, bien souvent, des expressivités homophobes. Donc c'est dans cette tension aussi que le livre a été écrit. Je rappelle brièvement, et le centre LGBT de Bordeaux aurait été plus à même que moi de le dire, mais le nombre d'adolescents qui ont été virés de chez leurs parents alors qu'ils étaient en train de passer le bac, le nombre de garçons, de filles, de couples qui se sont vus agressés dans la rue durant ce débat, le nombre
d'établissements aussi, qui ont été saccagés, agressés, dont on remarque d'ailleurs lors des jugements que l'homophobie n'est pas reconnue comme une circonstance aggravante. Comme s'il fallait marquer sur les murs « j'ai tué un sale pédé avec le sang de la victime » pour que ce soit réellement reconnu. On est quand même dans cet ordre-là. Et je me rappelle aussi, durant cette période, qui était une période de forte tension, et je rappelle le sentiment de paranoïa qui était le mien. Cet appel sur Facebook en janvier de la communauté homosexuelle disant faites attention, dans le Marais, descente de skin avec des battes de baseball. C'est quelque chose dont on ne pensait pas voir apparaître ne serait-ce que le moindre mot, et c'était bien sûr relayé sur Facebook. Et en parallèle, une expressivité homophobe, une expression homophobe qui était rendue possible parce que le débat était porté sur la scène démocratique. Donc il était normal, dans un débat, d'avoir des propos homophobes. Et je crois qu'à Bordeaux, on a été plutôt bien fourni en propos homophobes, y compris de la part de certains élus, assez étrangement. Dois-je rappeler juste comme ça que le jour de la marche des fiertés de Bordeaux, la mairie de Bordeaux qui a refusé de ouvertement donner un prix d'initiative LGBT au centre LGBT de Bordeaux, a quand même remis un prix de la famille, je crois, à une association ouvertement contre le mariage. Oui, alors que le Gyrophare avait été sélectionné. Hein, alors que le Gyrophare avait reçu un prix l'année d'avant, et il aurait dû le recevoir officiellement, et la mairie avait refusé de lui remettre officiellement. Donc on voit bien un deux poids deux mesures ici qui tend à répondre par la négative à la question est-ce que la ville appartient à tous? On est en mesure de se poser la question. Sur la question trans, sur laquelle j'ai plus particulièrement travaillé, on a bien remarqué que c'était un point paroxystique de la tension entre les normes de genre et les sanctions de genre. C'est-à-dire que toute transgression de genre, au-delà même du simple constat de la pratique sexuelle, de l'orientation sexuelle, de l'identité sexuelle homosexuelle, toute transgression de genre pouvait être potentiellement sanctionnée. Et encore plus violemment lorsque cette transgression de genre signait un corps étrange, voire monstrueux, du point de vue de celui qui agresse. C'est le cas notamment donc, des personnes trans, dont la possibilité d'avoir un espace public sécure dépend du passing de cette personne, c'est-à-dire du fait de porter tous les stigmates, alors tous les stigmates ou toutes les médailles, tout dépend de quel point de vue on se place, tous les médailles et tous les stigmates de la masculinité, de la bonne masculinité, ou de la féminité, de la bonne féminité, et tout ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'un côté un peu de féminité et un peu de masculinité. Non, il s'agit d'avoir que de la masculinité ou que de la féminité pour être accepté dans la sphère publique. Et l'image de la folle que souligne Jean-Yves Le Tallec apparaît comme centrale dans cette problématique. Peut-on être un homosexuel intégré, c'est-à-dire avec les mêmes droits que tout le monde, sans être un homosexuel assimilé, c'est-à-dire en ayant des caractéristiques qui nous soient propres, et toujours pareil, comme le dit Yves ou comme je le dis, on n'a pas forcément les mêmes mots, mais ça veut dire la même chose, appartenir à la même citoyenneté, appartenir à la même humanité, notamment dans l'espace public. Voilà, justement, peut-être, du coup, je vais poser une question avant, mais interrompez-moi si vous n'avez pas d'autres questions. Est-ce que, justement, le soin que peuvent mettre les trans le soin extrême à être le plus conforme à leur rôle de genre, femme vers homme ou homme vers femme, avant de sortir dans la rue, et pas justement à la mesure de la menace qui pèse sur eux si jamais le travestissement n'est pas fort. Deux choses. Cette question, elle ne peut être résolue qu'en contexte. C'est-à-dire que dans une grande ville, dans une petite ville, dans tel quartier, telle personne, à tel moment de sa vie, aura une réponse différente. C'est évident, on ne peut pas répondre sur les mêmes critères pour toutes les villes, pour tous les contextes et pour toutes les personnes. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on fait des entretiens avec des personnes trans, on se remarque que l'espace public est vécu potentiellement comme un espace anxiogène, comme un espace dangereux. Et la nécessité de porter sur soi le cahier des charges
des normes de genre, donc du tout masculin ou du tout féminin, est une injonction forte pour sortir dans la rue sans potentiellement se faire agresser. Avec cette injonction double, qui est une injonction individuelle, de soi à soi, j'aimerais ne pas me faire agresser, et ça je crois que tout le monde partage ce sentiment, ce souhait, qui est aussi une injonction sociale. Pour être intégré, il faut que tu sois comme tout le monde, donc il faut que tu t'invisibilises, d'où ce paradoxe, pour être visible, il faut que tu t'invisibilises. Pour ceux qui ont vu le film La cage aux folles, c'est exactement ça que il y a Zaza et son copain, c'est Renato. Renato demande à Zaza, lors du mariage de son fils, il lui dit: je ne te présenterai à ma famille que si tu te virilises. C'est là qu'il en casse sa biscotte. Donc c'est une scène excessivement drôle, mais c'est une scène d'une violence inouïe. Il lui dit, au fond, tu ne seras visible aux yeux de ma famille à la condition que tu t'invisibilises à ses propres yeux. Et c'est ça qui est demandé aux trans. Et puis la troisième injonction, c'est une injonction médicale, puisque la condition d'un remboursement pour les personnes trans, c'est une psychiatrisation. Et la psychiatrisation, pour accéder à l'opération, a cette condition assez étrange, qui consiste à dire « je n'opère que des personnes qui seront, et potentiellement qui sont déjà, complètement hommes, complètement femmes, et qui n'existent pas dans un entre-deux ». Donc une triple injonction à la fois individuelle, sociale, puis politique, par le biais de la médecine, qui en effet force les personnes trans à une conformité. Alors, il ne faut pas non plus surinvestir les trans. Les trans ne sont pas là pour être subversifs, hein. Ils sont là pour avoir une vie vivable. Et si l'espace public peut contribuer à cet effort, je crois que ce livre est aussi là pour souligner l'urgence de la question. Je vais poser. C'est pas grave. Dessous ? Non. J'avais une question par rapport à ça, mais pas du côté médical, mais par exemple dans la politique, autant locale comme extérieure, il y a un discours qui s'impose de plus en plus, et on n'a plus le droit de parler de l'homme ou de l'humanité, mais il faut vraiment parler de tout et de tout. Chaque fois, il faut parler de l'homme et de la femme. Donc là, c'est pas du côté médical, c'est vraiment que du côté d'un discours, que même si quand on dit bonjour, il faut s'adresser autant aux garçons comme à la fille. Enfin, donc, est-ce que ça a un poids, il y a un poids aussi sur cette question de l'homophobie, c'est un discours qui est imposé même par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies impose ça aujourd'hui, qu'on s'adresse comme ça. Donc, il n'y a plus question d'humanité, on n'est même pas hommes tous, vraiment, il faut faire la différence entre hommes et femmes. C'est-à-dire que quand on disait homme, quand on dit homme encore aujourd'hui, et même la conjugaison au masculin pluriel, consiste à assimiler finalement le masculin à la généralité de l'humanité et de faire du féminin une minorité en fait, qu'on précise. Donc là, l'idée effectivement de dire d'abord, mesdames et messieurs, ce qu'ont dit les hommes politiques en premier, ou françaises, français, était déjà aussi reconnaître qu'il y avait pas une seule catégorie de citoyens qui traditionnellement étaient les hommes et s'intéressaient à la politique, mais qu'il y avait aussi des votantes, je crois que c'est important ça. Ensuite, on a supprimé la catégorie mademoiselle aussi, parce qu'il n'y avait pas de raison de mettre deux catégories de femmes, celles qui étaient avant ou après, ou sans conjoint, donc là il y avait une question absolument discriminante. Et puis ensuite, ce qui se fait de plus en plus maintenant, c'est parler des droits humains. Les équipes sont entièrement lesbiennes, elles sont en général mélangées entre des lesbiennes et des hétéros, et qu'il n'y a aucune, très très peu de production d'homophobie à l'intérieur. Au contraire, on a des hétéros qui sont, on pourrait dire, l'équivalent de gay friendly, lesbian friendly, donc qui se disent être heureuses de jouer avec des lesbiennes, s'entendre bien avec elles. Et la lesbophobie dans le sport vient de l'extérieur, des entraîneurs qui disent à un moment, bon, les filles, on va se présenter en public, tâcher d'être un peu féminine. Et donc on voit bien que la pression lesbophobe est vraiment extérieure, ou bien dans la disqualification des filles en disant, oui, cette équipe qui remporte tout, donc ce ne sont que des lesbiennes, et sous-entendu, ce ne sont pas des vraies femmes, et donc il faudrait les disqualifier parce qu'elles sont lesbiennes. Donc là, on voit bien quand même la différence, à la fois que l'homophobie est très largement partagée par tous,
comme le rejet de l'autre, comme le racisme d'une certaine manière, mais qu'il est très fortement aggravé par la présence institutionnelle de la sphère masculine et la valorisation des espaces masculins dans l'espace public. Et donc il est peu de lieux purement masculins qui soient pas producteurs d'un discours homophobe permanent. Donc pour s'en persuader, il suffit de traverser une cour de récréation d'un collège où on voit constamment 3 groupes de garçons en train de se taper en se traitant de pédés, d'enculés. Si jamais 2 filles sont violentes, on les amène chez le psychiatre, on considère que c'est un événement, mais la violence des garçons qui se traitent de pédés, d'enculés font partie du folklore. Et c'est pas simplement des mots de langage, c'est bien aussi la nécessité, si je te dis pédé et que tu me donnes un coup de poing sur le nez parce que je n'en suis pas un ou que je ne veux pas qu'on m'assimile à quelqu'un qui en est un. Donc là on voit bien quand même cette production institutionnelle d'homophobie, elle vient beaucoup aussi de la masculinité. Tu es d'accord? Pour répondre, bien sûr, YR. Pour répondre brièvement à la question, il n'y a pas de raison que les homosexuels aient développé un anticorps à l'homophobie. Enfin, il n'y a pas de raison intrinsèque à ça. Mais les formes de l'homophobie sont différentes. Elles sont parfois, ou plus souvent, intracommunautaires. C'est l'exemple de cette affiche de la Marche des Fiertés 2011, où on voit un coq, un gallinacé arborant un boa rose. Cette affiche n'a pas été retenue pour des polémiques autour de sa dimension blanchiste et nationaliste, mais elle a aussi connu une autre polémique qui consistait à dire « avec le boa, nous donnons une mauvaise image de l'homosexualité ». C'est-à-dire qu'une bonne image de l'homosexualité est une image de l'homosexualité qui n'est pas afféminée. Est-ce que ça, c'est pas déjà, en soi, une forme d'homophobie, à savoir qu'il y aurait de bons homosexuels assimilables et d'autres qui vraiment pourraient faire des efforts? On peut dire qu'il y a l'équivalent chez les femmes avec les butch. Exactement. Mais justement, là-dessus, sur la question, moi je trouve que plus on travaille sur la question de Jean-Réville, plus on se rend compte d'une complexité de la galaxie, des questions à la fois des figures de genre, hommes, femmes, effectivement, et toutes les autres queer, etc. Bon, et du coup, on se rend compte aussi d'un inconfort. Moi, ça m'amuse de voir dans le groupe Yves que du coup, il y avait des stéréotypes de je suis attentif à l'égard de tous les gens, je me comporte bien, et de gens qui, du coup, maintenant sont dans l'interrogation sur leur propre comportement, se disent ah, mais là, et typiquement votre polémique sur Guillaume et les filles à table et les garçons à table est intéressante, c'est que je sens bien un côté oh là là, est-ce que je me trompe ou pas, est-ce qu'il faut que je fasse gaffe, est-ce que ce que je vais dire va être homophobe, je sens émerger cette espèce d'inconfort, quoi. Donc, Alors, je vais te répondre, mais en même temps, je vais enchaîner sur quelque chose. Bien, ça fait partie aussi de la civilité, de la citoyenneté. Il y a un moment, on sait qu'on ne peut plus dire, et c'est puni dans les cours de récréation, les gamins qui se battent disent pas c'est l'arabe, c'est le juif, c'est le nègre, c'est plus possible parce que c'est l'exclusion, et puis c'est pénalisé, je veux dire. Alors que par contre, les injures sexuelles sont toujours passent dans la grossièreté. Donc je crois que c'est important aussi de dire que justement on essaie de répandre l'idée d'une civilisation plus douce, d'ambiance urbaine plus sympathique. Le jour où il y aura des femmes dans la rue jusqu'à 2h du matin sans qu'elles aient peur, et qu'il y aura également des trans, il y aura aussi des personnes âgées, il y aura aussi des enfants, et on sera dans une société où les ambiances urbaines seront bonnes. Si à partir de 10h du soir, ou même 9h du soir, dans certains quartiers, il n'y a plus que des hommes dans la rue, je veux dire, c'est pas la même ambiance, on le sait. Donc il y a ce problème-là. Moi, je voulais enchaîner aussi sur autre chose, c'était la question de la santé. On se pose la question de la ville santé, la ville qui enveloppe, qui soigne. Dire aussi que sur les trans, et là je me retourne vers Arnaud, mais aussi sur les gays, il y a des problèmes majeurs de santé publique. Toutes sortes de choses qui discriminent femmes et hommes et qui obligent à un travestissement dans l'espace public, masculin ou féminin, mais dont la contrainte est souvent supportée majoritairement par les femmes, même si après elles l'acceptent. Et là, on voit que cette norme de genre dans la ville, eh bien, elle peut être aussi terriblement dangereuse pour la santé des trans, je peux peut-être dire un mot, puisque pour sortir dans la ville, si je me sens une femme avec un corps d'homme, eh bien, il va falloir que je me prenne des hormones, que je change ma voix, que je suive des opérations de chirurgie esthétique, et notamment avec des prises d'hormones extrêmement importantes, qui sont extrêmement dangereuses pour la santé.
et dont un certain nombre de trans disent, certains le disent qu'ils le veulent parce que c'est leur fantasme, hein, comme on pourrait changer son corps, mais d'autres le font simplement par peur d'être démasqués comme trans dans la ville. Donc là, on voit bien comment la norme de genre dans la ville elle est extrêmement violente. Hein, qu'un trans H2F, homme to femme, qui laisse un peu de barbe alors qu'il a un costume de femme, eh bien, est immédiatement agressé dans la rue, hein, violemment. Hein, une femme, pareil, etc. Donc on voit bien la nécessité, la pression qu'il peut y avoir sur les corps, hein, jusqu'au point de la maladie. Voilà. Et donc là aussi, eh bien, en retour, la question n'est pas ni la question trans ni la question des homosexualités, la première c'est la question de l'homophobie et de la transphobie. Et donc c'est aussi important que si je demande on n'a pas eu le temps de se concerter, à Arnaud, à double A, je vais t'appeler comme ça, s'il a aimé Guillaume, voilà, bon, il me dit que non, mais avant on avait aimé ensemble Albert Nobbs, La couleur des sentiments, plutôt celui qu'on avait fait ensemble, si, oui, Biotti. Donc on discute aussi des modèles. Et en discutant entre nous, ça nous permet également de parler et de dire, voilà, il y a des choses qu'il faut éviter de dire. Carton jaune, hein, quand dans mon groupe de profs, mes réunions pédagogiques, bon, il y a quelques années, il y avait des réflexions sur le fait qu'Aluminium c'est étudiante, ou bien celle-là c'est une séductrice, ou bien des blagues de cul, etc. Bon, carton jaune, et maintenant c'est terminé. Dans la classe politique, ce serait bien qu'on fasse la même chose. Carton jaune, donc ça a été fait à l'Assemblée nationale. Et pareil également sur la transphobie et l'homophobie, carton jaune, on ne peut pas, c'est fini. Voilà, pour répondre à ce que tu dis, à ce que dit Yves, alors, sur le film, puisque on ne va pas revenir sur le film, hein, mais pour dire que si on fait l'hypothèse qu'on est tous potentiellement homophobes, y compris ceux qui luttent contre l'homophobie, c'est tout le danger et tout l'enjeu aussi de la lutte contre l'homophobie, ben, on est obligé de parler à des homophobes, tout le temps. Bon, après, il y a des méchants et des gentils homophobes, on va dire qu'on est des gentils homophobes, donc évidemment qu'on parle ensemble, Après, on a même fait un livre ensemble. Il y a des gentils gays aussi. Il y a des gentils gays. Sur l'action de la santé, c'est très important. Ça montre que la pression sociale est telle, les normes de genre sont telles, qu'elles font corps, mais de manière coercitive, hein, notamment sur les personnes trans, qui, en effet, pour avoir une vie qui limiterait le coût et l'impact des discriminations, des rejets, des violences, s'hormonent, s'opèrent, font des changements conséquents en termes de chirurgie plastique, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne le veulent pas, hein, enfin, voilà. D'ailleurs, d'autres non-trans le font tout autant, donc pourquoi pas les trans à propos. Mais ce qui est problématique, c'est lorsque ces changements ne sont pas souhaités par la personne, mais mus par la peur d'être reconnu, dévoilé comme faux homme, fausse femme, ou n'appartenant pas vraiment à la classe des hommes, à la classe des femmes. Et donc, il y a bien sûr ces prises d'hormones. Je travaille actuellement sur l'analyse de cancer dans les prises d'hormones chez les personnes trans. C'est une question qui n'a jamais été posée, donc on voit bien que c'est une question qu'il faut aujourd'hui investiguer. Tu as parlé de la santé, mais on peut aussi penser à la santé communautaire, notamment au VIH. Comment aller dans des lieux de dépistage si aller dans la rue, sortir de chez soi, c'est compliqué. Comment aller au centre LGBT ou à Aide qui propose des dépistages gratuits lorsque traverser la rue, prendre le tramway, c'est compliqué. Et quand ces locaux sont régulièrement agressés. Et quand les locaux sont régulièrement agressés. Donc on a là des espaces, on voit à l'association trans de Bordeaux des personnes qui sortent de chez elles en homme ou en femme et qui attendent l'arrivée au centre LGBT pour pouvoir s'habiller comme elles le désirent, donc inversement en femme ou en homme, et qui, au sortir des locaux, reprennent ce qui pour eux et pour elles est un vrai travestissement, c'est-à-dire leur genre assigné à la naissance. Donc là, on voit bien que l'espace public n'appartient pas à tout le monde. On voit bien que la santé psychiatrique est en jeu, la santé physique, mentale, et puis sur des questions de santé publique aussi, on voit bien que dès qu'il y a homophobie, il y a un écueil, notamment au dépistage, notamment à la prévention, et aux soins, à l'accès aux soins. À l'hospitalisation dans des maisons de retraite. Bien sûr. Enfin, voilà, ouais. Et on pourrait d'ailleurs lister un certain nombre de bonnes pratiques que certaines villes ont essayé de mettre en avant, visiblement pas Bordeaux, en termes notamment d'affichage, en termes de subventions,
à des associations. On pense à la ville de Barcelone qui avait dans ses transports publics ou des affiches sur le fait de bien se comporter dans un espace public, et notamment dans les transports, et qui avait entre autres mis des couples homosexuels, ou qui avait entre autres mis en scène des propos homophobes, pour montrer que ce n'était pas tolérable dans un bus, ce n'était pas tolérable dans un tramway. Bon, on attend de voir ce qui ici peut être fait, visiblement tout, puisque rien n'a été fait. C'est les collègues des transports. Oui, parce que la Cube avait fait quand même régulièrement fait une campagne d'affichage. Ce que je trouve intéressant dans la remarque d'Arnaud, c'est le caractère justement de sortir d'une logique de, pas de ghetto, je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais de dire que oui, c'est pas un affichage transport peut-être exclusivement sur les questions homosexuelles, mais peut-être une banalisation dans une campagne globale sur les bons comportements. Je trouve, par rapport à notre approche, ce que je disais tout à l'heure sur le sentiment du neutre, parce que je pense que nous ici, en général, communauté urbaine, aménageurs, etc., on voit que c'est difficile d'émettre le fait, aussi bien pour les questions de genre que certainement pour les questions d'homosexualité, d'homophobie, qu'on n'a pas une approche neutre de l'aménagement. Enfin, je sais que souvent c'est le plus dur, quoi. Enfin, c'est de dire, mais non, vous voyez bien que vous avez une manière de concevoir le problème. Mais du coup, derrière, c'est de dire qu'il ne faut pas faire des mesures pour. J'ai l'impression que parfois c'est difficile de dire, en revanche, c'est une approche plus transversale, plus diffuse sur l'ensemble des problèmes. J'ai l'impression que parfois c'est plus efficace. Enfin, je me souviens ce débat qu'on avait eu sur la question des transports pour le coup, c'était marquant de dire compter la question de savoir s'il y a ou pas des femmes qui prennent le bus et donc de savoir si ces femmes-là c'est leur seul moyen de transport, donc peut-être qu'il ne faut pas supprimer la ligne parce qu'elle est certes pas rentable mais qu'elle est rentable d'un point de vue social parce que sinon elles n'ont plus de moyens de transport, elles sont assignées à domicile. C'est combien ça a été difficile de dire mais si on peut générer cette statistique, la preuve, faire des enquêtes ménage et tout, donc on peut bien essayer de le compter. Alors, rien que le fait de se dire mais oui mais alors on va favoriser les femmes et pourquoi, enfin on sent bien que se sortir du neutre, il était important et qu'on ne nous disait pas oui mais si vous voulez faire quelque chose pour les femmes, dites-nous on va le faire. Mais non, c'était de dire dans votre approche globale des politiques publiques, est-ce que ça c'est un critère que vous prenez en compte? Je suis un peu gênée par le thème Jean-Réville, et ça fait plusieurs fois que je suis gênée par ce thème-là. Parce que je me dis qu'en même temps, il permet de résoudre les choses, de les poser, d'en parler, de les valoriser, mais il crée d'autres formes de discrimination. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, la ville idéale, ce serait celle où il y aurait à toute heure la diversité de la population. Et pourtant, moi, quand je me balade, je me dis, mais où sont les Noirs, où sont les Arabes, où sont les handicapés, où sont les aveugles? Et je ne les vois pas dans ma ville. Donc, je me dis qu'il y a quand même un truc qui merde sérieusement. Mais je ne les vois pas non plus forcément dans ma communauté urbaine, hein, donc ça c'est... Donc il y a plein d'endroits où je vois des blancs qui sont bien bobos, bien propres sur eux, et là je me dis qu'il y a quand même... il n'y a pas que ce problème-là, il y en a d'autres, et je vais faire un focus sur un, du coup, minorise ou dévalorise, on devrait faire le focus sur tous les autres. Donc pourquoi est-ce qu'on se limite à genre et ville, et pourquoi on ne devrait pas faire ville et humain ou ville et martien, je ne sais pas. Alors, bon, d'abord, on peut être que d'accord. Ensuite, on travaille aussi bien Arnaud que moi sur ce qu'on appelle les imbrications, l'intersectionnalité. Dans le livre y compris. Dans le livre y compris, bien sûr, il y a tout un chapitre sur l'homonationalisme aussi. Vous savez, Maxime Servul reprend la traduction d'un livre indien, je veux dire, fait d'Inde. Et puis, c'est le discours de Marine Le Pen qui dit qu'il ne doit pas faire bombe dans ces quartiers pour les femmes et les homosexuels. C'est-à-dire qu'elle récupère la cause des femmes et elle récupère la cause de l'homonationalisme pour discriminer l'islam. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc là, on les connaît, c'est squeeze permanent. Donc là, il faut travailler sur l'imbrication des rapports de sexe, de race, de classe, bien sûr, et surtout penser qu'un des éléments constants de l'antiféminisme a toujours été d'opposer les catégories de femmes entre elles et les catégories de femmes avec les autres catégories de population. Et en général, quand ce discours est introduit, je ne parle pas évidemment de toi, bien sûr, mais notamment par des élus ou des responsables, c'est tout de dire oui, c'est bien joli l'égalité femmes-hommes, mais dans les quartiers, ce qui est important, c'est les Noirs, les musulmans, etc., ou c'est ça qui pose problème. Ou bien à un moment, le pouvoir va récupérer les femmes en disant les femmes avec nous contre le voile, hein, puis à d'autres moments, à l'inverse, on va récupérer les Noirs en disant oui, mais la question... c'est des discriminations racistes et les féministes bourgeoises
sont dans une... Voilà. Donc là, il faut bien imaginer qui discrimine et qui divise les mouvements sociaux, hein, et notamment sur les études qu'on a fait. Alors là, c'était vraiment très flagrant, les études qu'a fait Sylvie Héral sur Sanction et genre au collège, et les études d'Edith Marie-Jules sur les loisirs des jeunes. On voit bien que sur les communes de Florac, par exemple, et puis de Blanquefort, une commune habitat social, immigration, et Blanquefort, une commune plutôt blanche, il y avait les mêmes discriminations des filles, les mêmes discriminations des populations homosexuelles, hein, et les mêmes problèmes du genre au collège. Et par contre, chaque fois qu'on en parlait en public, qu'on donne des résultats en public, les gens vous disent « Oui, mais c'est pas pareil, c'est parce qu'il y a des gens issus de l'immigration, musulmans, médecins, etc. » Et donc, à chaque fois, il y a l'ethnicisation des questions de genre qui vient finalement enlever la réalité de ces exclusions de genre. Donc je crois, moi, dans les gens que je fréquente, qu'ils soient féministes ou des gens qui travaillent sur la question de genre, toujours, il y a cette préoccupation de la diversité. Toujours, il y a la question de l'intersectionnalité. Et par contre, ce qu'on sait, c'est qu'elle est toujours récupérée pour diviser. Voilà, hein. Donc je crois que c'est important. Hein. Il n'y a pas de... Tu es d'accord avec moi là-dessus? Deux mots, on l'a pas oublié, c'est-à-dire que la focale genre, le problème de l'intersectionnalité, c'est que théoriquement on peut en parler, en pratique, comment on fait? Comment on fait pour parler de tout en même temps, sans entrer par une porte et pas par une autre, c'est-à-dire sans hiérarchiser ou invisibiliser les problématiques? C'est un vrai problème méthodologique. On a pris l'angle genre, comme on aurait pu prendre un autre angle, enfin sûrement pas nous parce qu'on n'est pas les experts des autres questions. En tout cas, les auteurs ont vraiment essayé, quelques-unes, de mettre en avant cette question. Maxime Servu, mais aussi Salima Amari sur les lesbiennes migrantes. Et je pense notamment à Karine Espinera, qui a travaillé sur les trans prostituées et qui montre bien qu'en sexualisant les espaces de prostitution, notamment comme le bois de Boulogne, en mettant cette question non pas du point de vue de la santé mais du point de vue de la sécurité, on passe à faire un glissement de la question du genre à la question de l'immigration. Donc ces questions sont imbriquées, la question de la santé, la question du genre, la question de la race, entre guillemets, des catégories ethno-raciales sont imbriquées. On a essayé bien sûr d'en rendre compte dans l'ouvrage, qui est un premier jet aussi. Hein. C'est-à-dire que cette question du genre et de la vie, de la géographie des homophobies, c'est pas évident. Hein. Ça va pas de soi hein, de travailler l'espace du côté du genre. L'espace a déjà été travaillé, il faut le dire, du côté de la classe, notamment avec les phénomènes de gentrification. Il a déjà été travaillé sur la question de la race, notamment avec les phénomènes de ghettoisation. Il n'avait jamais été travaillé sur la question du genre. La géographie du genre, elle est quand même très récente. Donc, il y a aussi un intérêt à mettre une focale sur cette question-là. Hein. Mais bien sûr, il ne faut pas perdre de vue l'horizon de l'intersectionnalité. Alors, j'ajoute juste un travail de recherche que j'ai fait personnellement, moi aussi, sur les skateparks et les city-stades, hein, où j'ai non seulement compté les filles et les garçons, donc c'est tellement rapide que j'avais encore du temps de libre, parce qu'il n'y avait que les garçons. Et où par contre, on a travaillé avec des étudiants sur les classes sociales et les couleurs de peau. Donc sur les quais de Bordeaux, c'est un article que vous trouvez sur internet qui s'appelle Sexe et couleurs des skateparks et des city-stades. Et donc là on voit bien que sur le skatepark par exemple, eh bien, c'est un lieu sportif qui réunit d'une façon homogène des garçons des classes moyennes et supérieures à la peau blanche, avec quelques exceptions toujours. Pratiquement pas de femmes, pas de garçons à peau noire. Que le city-stade de Bordeaux, eh bien c'est plutôt des classes populaires, encore que c'est plus compliqué que ça. Et que sur 3 espaces où on a compté pendant un long moment, on a les garçons à la peau noire sur le terrain de basket, les garçons à la peau foncée sur le terrain de foot et les garçons à la peau blanche sur le volley. Donc, au niveau des classes sociales, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le basket c'est plutôt des classes sociales aisées, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui ne sont pas forcément pauvres. Hein. Par contre, on a une certaine pauvreté sur le terrain de foot et des classes sociales à la peau blanche plutôt aisées, hein, un peu plus aisées sur le terrain de volleyball avec quelques femmes. Vous voyez, là aussi, sur ce travail, hein, eh bien, c'est un travail qui montre comment, finalement, les espaces publics enregistrent d'une certaine manière, et puis moi, je pense, mon hypothèse, c'est qu'elles construisent ces discriminations, hein, et qu'en tout cas, à chaque fois qu'il y a un lieu homogène masculin, eh bien, il ségrègue et il construit des discriminations. Si vous allez au stade de Bordeaux, mais dans d'autres stades, vous verrez qu'il y a très peu de personnes à la peau foncée dans les stades. Ils sont sur la pelouse. Donc on voit bien qu'il y a quand même un problème de mise en scène de la couleur de peau. Hein. A l'inverse, dès que vous êtes dans des lieux mixtes, eh bien, vous avez une beaucoup plus grande diversité. Hein, quand il y a à la fois la mixité femmes-hommes, il y a une plus grande diversité. Donc après, peut-être, moi, je pense qu'il faut reprendre aussi des idées qui sont anciennes de l'éducation populaire, qui s'appelle la mixité, hein, mixité, et qui était aussi au départ un terme qui désignait la mixité filles-garçons,
mais qui très rapidement, hein, pour les gens de l'éducation populaire et de l'éducation nationale, a dépassé l'aspect mixité filles-garçons pour parler de mixité sociale. Donc on voit bien que c'est l'idée, le mot de mixité qui avait été envisagé pour les filles-garçons, eh bien, a été ensuite dépassé pour la mixité sociale. Donc là, et je pense que la coprésence, la coéducation des filles et des garçons résout de façon quasi automatique un grand problème de discrimination de sexe et de race, hein, de race et de classe sociale, hein, race toujours entre guillemets. Hein. Voilà. Et on a un article dans le livre de Maud Diaz-Thomas qui revient sur cet exemple des UEH, des universités d'été euro-méditerranéennes des homosexualités, qui ont été créées, je crois, à la fin des années 70, à laquelle elle participe très souvent avec Karine Espinéra, dans des ateliers, et qui montre que la mixité aux UEH, elle est à même le corps. C'est-à-dire qu'il y a des espaces queer où on est du masculin, du féminin, où on peut switcher, où on peut changer. Donc cette masculinité, cette féminité, cette mixité, au fond, elle est spatiale et corporelle. Et entre les deux, il faut trouver des espaces de consentement entre les individus. C'est-à-dire des espaces et un vocabulaire non violentant. Ça, c'est un véritable enjeu.